Allons maintenant traiter le point souveraineté et laïcité vont de pair, P-A-I-R, son jeu de mots, hein, avec Patrice Emmet, qui est membre du secrétariat national de République souveraine et porte-parole du MS 21. Et puis Michel Lambolet, qui est l'animateur du réseau social laïque RSL. S'il reste 2 minutes, je dirai quelques mots au nom du Pardem, à signaler que nous sommes tous les trois euh, des joyeux participants au réseau social laïque qui prend une multitude d'initiatives sur la laïcité, bien entendu, mais aussi à tous les combats périphériques, on pourrait dire, à la laïcité. Donc, vous avez 20 minutes chacun pour intervenir à peu près. Et puis après, ben, on discute. Je vais commencer par remercier le Pardem de cette invitation et je vais aborder la question sous un angle qui rétrospectivement est un peu compliqué et dont je me suis aperçu qu'il dépassait un peu mes moyens. Mais bon, je vous convie à un exercice intellectuel un peu périlleux qui consiste à regarder la nation sous un angle comparable à celui d'un éthologue, d'un biologiste qui regarderait les nations comme une espèce d'organisme. Voilà. Et d'essayer de voir un peu ce qui peut arriver à ces organismes, comment ils évoluent, comment ils fonctionnent ensemble. Mais alors, en se distinguant complètement de tout point de vue strictement politique et moral, mais voir un peu, voilà, il y a, selon l'ONU, 195 pays sur cette planète et 193 membres et 2 États observateurs, le Vatican et la Palestine. Déjà une classification assez étonnante. Mais... Donc, euh, essayons de regarder un peu les organismes selon ce principe. Alors, ça, j'ai rien inventé, hein, ça a été fait à de nombreuses époques et souvent contesté comme approche. Et je voudrais commencer par me savonner la planche directement en citant un cours de philosophie morale de certain Eugène Baudin. C'est un cours de philosophie sur la nation, mais qui est avant la Deuxième Guerre mondiale, hein, 1936, qui dit ceci: on ne saurait oublier que la nation, comme toute société, est un organisme sans morphologie, ni anatomie, ni physiologie, mais qu'elle est, selon le mot de Renan, une âme. Avant tout un organisme psychique, spirituel, à fonction psychique et spirituelle, exercé par des hommes qui sont des êtres psychiques et spirituels. Donc, je ne sais pas si on avance beaucoup avec ça, mais c'est donc une contestation même du principe que je vais essayer de développer. Alors, qu'est-ce qui peut plaider pour cette approche? C'est quand même un certain nombre de considérations simples, mais qui sont, à mon avis, valables. D'abord, ce sont les organismes qui meurent, qui naissent. Bon, on sait tous qu'il y a eu pas mal d'organismes s'apparentant à des nations qui sont morts. Les grands empires, l'Empire romain, l'Empire ottoman, même le grand empire britannique du 19e siècle. Il, on peut considérer qu'ils sont morts en tant que tels, transformés, mais ce sont après des organismes qui, certainement liés à leur survie même, ont ce qu'on peut appeler un cerveau, un organe de commandement qui s'appelle l'État. J'espère que vous êtes d'accord avec cette approche. C'est souvent un des organismes vertébrés quand même. Il y a un squelette, il y a un ensemble d'institutions qui fait que ça tient. Ce sont les organismes qui sont parcourus par des circuits. Alors on a évoqué avec Benoît les réseaux, hein, réseaux électriques, réseaux ferrés, réseaux routiers,
il y a des circuits monétaires. Enfin bon, tout ça, ça a quand même de nature à apparenter la nation à un organisme vivant. Il y a des relations qui se tissent entre ces différentes nations, comme dans un espèce animale. Et puis, je pense que l'on peut euh, évoquer ce que j'appellerais l'évolution. Ce sont des organismes qui évoluent. Comme on sait que les espèces animales ont été soumises à une évolution. Alors, j'entendais il y a quelques jours que, par exemple, Marx avait dédié son capital à Darwin. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre du regard de l'évolution des nations et de leur mutation, qui est comparable certainement au regard qu'a posé Darwin sur l'évolution animale. Euh, Est-ce que cette relation est par nature conflictuelle? C'est une question. Alors, on connaît tous le mot de Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme, qui serait nature à dire que la relation naturelle qui s'exerce entre les nations est une relation de conflit, de concurrence, de prédation. Alors, la question est posée, c'est peut-être pas une fatalité. Bon, historiquement, ce ne sont pas les conflits qui ont manqué, mais j'aurais dit de ce mot-là, j'aurais dit la nation, c'est justement la partie d'organisation humaine qui préserve de cette phrase. C'est à l'intérieur de la nation que ce principe ne vaut pas. Par contre, il vaut entre les nations. Je reste à cette approche-là. C'est justement le lien patriotique. C'est celui qui préserve de la concurrence de tous contre tous, qui peut s'exercer entre les nations et qui est même la tendance naturelle à être entre les nations. Là aussi, je vous signale que j'apporterai beaucoup plus de questions que de réponses dans mon intervention. Après, il y a dans les mécanismes propres à la nation, il y a des mécanismes qui s'apparentent aussi aux organismes biologiques, c'est celui de la protection vis-à-vis de l'environnement. C'est-à-dire que les organismes ont tous des systèmes qui sont de nature à les protéger. Je ne développe pas, je ne suis pas compétent pour ça. Généralement, pour une nation, c'est une armée. Armée qui, en principe, détient ce qu'on appelle la violence légitime. Alors, certains sociologues caractérisent la souveraineté comme le monopole de la violence légitime, qui s'exerce aussi en interne avec la police, toutes les formes d'institutions qui maintiennent l'ordre, entre guillemets. Il y a donc aussi dans une nation un mécanisme de cohérence interne qui peut être affaibli par certaines circonstances, mais qui est quand même une pulsion naturelle des nations. Donc il y a euh, une langue généralement qui donne une cohérence, il y a une monnaie, il y a une façon de créer ce que les sociologues appellent un nous. Il y a un nous. La création du nous, du pronom nous, est une création un peu spécifique, peut-être pas spécifique, mais qui caractérise aussi la nation. C'est nous par rapport à eux. C'est dans la littérature et dans l'histoire, il y a souvent le nous et le eux, et la frontière étant délimitant un peu la nation. Alors tout ça pour dire que comme des organismes, on peut, et là je vais essayer une petite typologie, une petite classification des maladies de la nation. L'organisme peut tomber malade, peut mourir aussi, mais il peut tomber malade. Et donc je m'appuie un peu sur ce livre-là qui, je trouve assez éclairant, qui est le livre de Noiriel sur l'histoire des classes populaires en France. Et je vais essayer d'expliciter mon propos. Euh, la première maladie qui frappe de manière récurrente les nations, c'est la fracturation. Une maladie qui peut se traduire de diverses manières.
mais qui fait qu'une partie du corps a tendance à se dissocier ou à se... la cohérence interne de l'organisme est fracturée. Alors, ce que raconte Noiriel, et ça s'inscrit un peu, dans, je pense, dans une perspective marxiste, c'est que tous ces conflits internes, ces tensions, ces moments de fièvre, résultent de conflits de classe. Alors, il fait une multitude d'exemples et il propose un espèce de scénario type qui serait un mécanisme un peu biologique des fièvres d'une nation. Alors, il dit, bon, comme je sors une conversation avec Bernard sur le matérialisme dialectique, il parle. Euh, il y a une tension qui s'exerce, une forme de pauvreté, de sentiment d'injustice, un événement particulier, une famine. Deuxième élément de la séquence, une partie de la classe dirigeante appuyée sur des intellectuels met l'étincelle, j'aurai les exemples après, s'allie, du verbe s'allier, hein, s'allie avec le peuple, l'ensemble de l'organisme, parce que c'est le seul élément puissant de l'organisme, c'est l'ensemble du corps, obtient ou non ses revendications, et après se débarrasse du peuple, enfin, le laisse tomber. Alors, cette séquence-là, apparemment, elle est récurrente dans les mécanismes des nations. Alors, il prend quelques exemples, je vais essayer d'expliciter. Il prend le cas de la réforme. Alors, on est au XVIe siècle. La population ressent vis-à-vis de l'ordre chrétien une forme de sentiment d'injustice. Vous savez qu'il y avait le trafic des, comment on appelle ça, des indulgences. Voilà. Il y a toute une pauvreté extrême qui voisine avec une richesse un peu dégoulinante de l'Église et germe dans le cerveau de la bourgeoisie intellectuelle, hein, de Luther en particulier, l'idée de la réforme. Il faut remettre ça en question. Bon, ce mécanisme-là ne s'arrête pas là. S'appuyant sur l'imprimerie qui commence à être performante, ça provoque des très grosses révoltes. Et moi, j'ai appris en lisant Noiriel, hein, par exemple en Alsace, qu'il appelle la révolte des Rustots. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. C'est une révolte qui traduit socialement ce sentiment d'injustice, qui s'appuie sur l'idée de la réforme, qui s'allie au peuple à des moments précis pour faire valoir des revendications, et puis il y a une répression massive. Et excusez du peu, Noiriel, il évoque le chiffre de 100 000, rien qu'en Alsace, la répression des Rustos, la révolte populaire appuyée sur l'idée de la réforme. Deuxième exemple que tout le monde a plus en tête, celui de la Révolution française, un ensemble d'événements qui traversent le XVIIIe siècle avec des famines en particulier. Il y a tout le ferment intellectuel des Lumières. Les sans-culottes deviennent un élément propulsif de la Révolution. Et puis après, le peuple est plus ou moins abandonné à son triste sort. Et je rappelle que les lois du XIXe siècle ne deviennent émancipatrices que en fin de siècle, hein, le long du XIXe. Alors, je parle sous le contrôle d'historiens qui sont là. J'espère pas dire trop de bêtises, mais la loi Le Chapelier, par exemple, interdit les corporations ouvrières de se défendre en tant que telles, les formes de syndicats, ça, c'est pas possible. Donc, encore quasiment le même scénario avec des modes de répression aussi et d'abandon du peuple qui sont quand même avérés. Un dernier exemple pour pas vous étourdir d'exemples, c'est la révolte de 1848. Il y a un certain nombre de revendications populaires et de la classe bourgeoise sur la question du travail. Et bon, pour renverser Louis-Philippe, hein, je ne pense pas dire de bêtises, installer une autre forme de gouvernement. Il y a une alliance objective entre une partie de la classe bourgeoise et le peuple, surtout à Paris. Bon, ça fonctionne plutôt bien, je crois, parce que Louis-Philippe est destitué, la Deuxième République s'installe, mais
Sur la question du travail et des ateliers nationaux, tout ça, niet. Hein, répression, 4000 morts rien qu'à Paris. Hein. Donc on a encore ce mécanisme-là. Je pense qu'on pourrait encore décliner sur d'autres. Et pour des raisons de temps, je fais bref. Il y a comme autre type de maladie qui traverse les nations, il y a, je dirais, le rejet. C'est-à-dire quand une partie du corps est rejetée par l'ensemble de l'organisme. Alors, c'est un mécanisme qui a frappé les Juifs à une certaine période de l'histoire, qui a frappé les protestants, les huguenots, qui peut frapper dans les pays la population noire, on peut penser aux États-Unis, qui s'installe comme système même d'organisation en Afrique du Sud avec l'apartheid. Enfin, ça, c'est une maladie assez récurrente des nations. Une partie du corps est en fait rejetée, sous-évaluée, opprimée par nature. C'est même pas une question politique. Alors Noiriel, il dit que derrière ça, il y a des intérêts de classe, mais bon, c'est une forme de fièvre, de maladie qui frappe les nations. Il y a une question que se pose Jaurès dans l'Armée nouvelle, qui est la suivante, qui se rattache un peu à cette question-là. Est-ce que euh, la patrie, le sentiment patriotique d'appartenance à la nation, est-elle un handicap à l'émancipation des classes populaires? Alors Jaurès fait une réponse très succincte en 250 pages, qui est dans l'Armée nouvelle, hein, si vous lisez l'Armée nouvelle, chapitre 10, prolétariat et patriotisme. Alors évidemment, le discours de Jaurès est un discours antérieur à la guerre de 14, puisqu'il est mort, il est mort en 14, assassiné parce qu'il était contre la guerre. Mais je pense que ça reste très pertinent. Et Jaurès développe même l'idée que le lien patriotique est un préalable à l'émancipation du prolétariat. Non seulement il n'oppose pas les deux, mais il considère que c'est une condition initiale. Alors, il fait un long développement à la Jaurès que je vous invite à lire dans l'Armée nouvelle. Deuxième type de maladie, la classification va être assez courte, rassurez-vous, c'est, je dirais, les maladies du cerveau. Quand l'organe de commandement se met à débloquer. Alors, il y a une maladie un petit peu, je dirais, caricaturale, c'est l'absence de cerveau. Ça gêne un peu. Alors, en géopolitique, ils appellent ça l'état failli. Un cas très emblématique récent, c'est la Libye. À la suite du bombardement par l'OTAN de la Libye, on a un État qui n'a quasiment plus d'existence. Un pays failli, au sens où les géopolitiques caractérisent. Alors ça, c'est le pire. Hein. Enfin, c'est bien qu'un organisme sans cerveau, c'est pas génial, mais là, pour un État, c'est terrible, terrible. Hein. Ceux qui connaissent un peu la Libye actuellement, plaque tournante du terrorisme international, mafia, petite milice concurrentielle, régression des droits des femmes de manière absolument caricaturale. Bref, l'État failli, la nation sans cerveau, n'est pas un modèle à promouvoir. Après, on a des États qui maltraitent le corps, qui commandent au corps quelque chose qui lui nuit intrinsèquement. Alors là-dedans, on pourrait mettre bien sûr tous les fascismes, hein, quand l'État devient totalitaire et détruit sa propre nation. Et on peut mettre aussi, je pense, toutes les formes de théocratie qui, par nature, veulent figer ni l'évolution. L'État, c'est une des caractéristiques, je crois, du salafisme, des théocraties musulmanes, c'est de vouloir retrouver un âge d'or et de considérer que cet âge d'or doit être fixé, figé pour l'éternité, ce qui est très long, surtout vers la fin, comme disait Woody Allen. Et puis, encore une maladie du cerveau, mais là, qui est plus proche de nous, ce serait quand le cerveau de la nation organise le découpage de la nation.
Il y a un bouquin que j'ai lu récemment qui s'appelle La France vendue à la découpe, Laurent Isard, vous avez peut-être lu. Alors, je vous conseille de lire si vous avez trop le moral, parce que c'est déprimant. C'est vraiment l'ensemble des entreprises qui ont été vendues, des biens immobiliers, des brevets, des savoir-faire, des... Bon, bref, France, un État qui organise le dépeçage de son propre corps. Et ça, c'est une caractéristique qui ne nous renvoie pas 10 siècles en arrière, qui est très, très présente. Après, j'esquisse une autre catégorie qui est la crise. Alors, j'ai appelé ça la crise des conventions de représentation. Je pense qu'une nation s'homogénéise quand elle a des conventions de représentation du réel qui sont à peu près partagées, cohérentes. Alors, ce que je veux dire par là, c'est que le premier mode de conventionnel de représentation du réel, c'est la langue, c'est les mots. Une nation qui commence à voir sa langue euh, affaiblie, colonisée, pardon, ou des termes qui deviennent ambigus, des termes qui ne veulent pas dire la même chose pour l'ensemble des participants, je pense que c'est une crise majeure. Et tous les gens qui font de la politique savent que une des premières étapes de l'organisation politique, c'est s'entendre sur les mots. Le mot laïcité, par exemple, on peut faire déjà 3 colloques de 3 semaines pour définir le terme, parce que une des attaques qui a été faite sur la laïcité, c'est de dénaturer son propre concept, de l'affaiblir. Une autre forme de représentation du réel qui est très importante aussi, c'est la représentation des richesses. Alors, on représente les richesses par une monnaie, mais moi, je pense que l'ensemble des crises financières qui ont participé à L'Oréal, il parle de la crise de. Il paraît qu'il faut dire l'AS, la crise de. Ça veut dire quelque chose, ça, l'espèce de banqueroute qui s'est faite à la fin du XVIIIe siècle, qui ressemble de manière très proche à la crise de 29, mais en modèle réduit, comme une petite crise bien de chez nous, mais avec les mêmes caractéristiques. C'est-à-dire c'est accordé par la représentation de la valeur à des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire déconnecter la représentation de la richesse de la richesse. Alors ça, c'est un processus qui me paraît essentiel dans la dégradation de la nation, c'est quand la représentation de la richesse devient fausse, comme s'il y avait des fausses cartes. Hein. Si vous donnez à un marin une carte maritime qui est fausse, il va se tuer parce que certains écueils ne figureront pas. Enfin, la représentation, c'est majeur. Et la crise de 29, c'est une crise boursière. Hein. On représente avec des actions des choses qui ne valent plus rien. La crise des subprimes, c'est quoi? C'est des créances à qui on donne certaines valeurs alors que ces créances sont appuyées sur des gens qui sont pas solvables. Donc on fait un commerce de créances pourries, de titres qui ne valent rien. Mais l'ensemble de la... Excuse-moi. 2 minutes. L'ensemble de la société part dans cette crise de la représentation. Bon, après, je passe assez vite sur les maladies des nations qui sont résultantes de la guerre, bon, ou de la prédation d'une nation sur une autre. Bon, il faut quand même reconnaître qu'on a évolué vers une certaine d'autres modalités. La guerre est un phénomène qui est de plus en plus rare. Ça, je dirais, les perspectives historiques sont claires. On se fait moins la guerre qu'avant. Par contre, il y a la guerre de type économique et la guerre de la déstabilisation qu'on a déjà évoquée en évoquant le rôle de la CIA et la façon de déstabiliser une nation pour la faire basculer d'un point de vue idéologique. Alors, le cas de l'Indonésie est emblématique, le cas du Chili est emblématique, mais encore une fois, si on relit le bouquin de Maurice Lemoine sur les enfants cachés du général Pinochet, on voit que ça a frappé au XXe siècle et dès au XXIe un ensemble important de nations. Une dernière classification de la maladie des nations, ce serait que je pourrais caractériser comme une forme de virus, d'épidémie qui frappe l'ensemble des cerveaux d'une nation, qui tombe sous le coup d'une entité supranationale qui dicte aux différents États ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que les cerveaux perdent leur autonomie et ne sont plus que des relais d'une entité supranationale qui la conditionne. Alors là,
comme je m'adresse aux adhérents du Parti de la démondialisation, je joue sur un terrain très favorable. Alors, pour quand même montrer que je ne suis pas hors sujet par rapport au thème sur lequel on m'a invité, je voudrais citer, si tu me permets, deux, trois, deux, trois médicaments, deux, trois façons de traiter ces maladies. Alors, euh, attention aux médicaments, parce que, comme vous savez, ceux qui ont fait un peu d'études de médecine, le poison est dans le médicament. Hein, toute une question de dosage. Pharmacie, c'est ça, hein, c'est le bon dosage du poison. Si vous prenez trop de médicaments, vous êtes mort. Donc, c'est pareil en politique, je pense qu'il y a des remèdes qu'il faut manier avec doigté. Le premier, c'est renforcer la souveraineté, c'est redonner au cerveau de ces organismes la totale compétence de l'ordre, de ce qui est décidé, de ne pas diluer la souveraineté, de ne pas diluer la violence légitime. Il n'y a que les organismes institutionnels qui doivent le posséder, pas d'autres, pas de milices, pas de choses parallèles. Moi, quand je vois un voisin vigilant à l'entrée d'un village, j'ai peur. C'est pas à eux de détenir la violence légitime, c'est la police nationale. Pas d'armée parallèle, parce que vous savez qu'aux États-Unis, souvent cet exercice a été privatisé. Ça, pour moi, c'est une catastrophe. Et puis la deuxième, c'est d'aborder le lien à la patrie sous deux angles. Il y a l'angle organique, historique, le produit effectivement de l'histoire. Voilà. Et puis il y a le lien, alors je mets des guillemets, spirituel, au sens de Renan, c'est-à-dire qu'une nation, c'est un projet, c'est un projet. Et l'organisation, la structuration de ce projet doit s'appuyer sur la raison, et ce qui fait le lien avec la laïcité. C'est-à-dire que la laïcité, c'est la production de la loi par la seule vertu de la raison. On n'a pas à produire de la loi avec d'autres outils que on se met autour de la table, on réfléchit, on produit de la loi. C'est ça la laïcité. Pas de livre sacré, pas d'appartenance à telle ou telle communauté, pas non. On se met autour de la table, on réfléchit. Donc il y a aussi un produit du cerveau très particulier que valorise la laïcité, c'est la capacité à raisonner et non pas à croire, à se soumettre à l'au-delà, à se soumettre à quelque forme de fatalité divine. Non, on produit la loi par la raison. Et ça, c'est à mon avis un remède extraordinaire. Et bon, alors évidemment, on pourrait faire 2 heures sur le contrat social façon Rousseau, mais ça aussi, c'est un produit de la raison. C'est-à-dire, je me soumets à la loi collective dans la mesure où cette loi collective va reconnaître une part inaliénable chez moi, qui est la part de ma spiritualité, de ma croyance. Donc j'interdis à la puissance collective de m'interdire quelque chose. Et cette dialectique, en termes de rapport au pouvoir, est essentielle dans la pensée des Lumières et, à mon avis, dans la pensée de Jaurès quand il met en place 1905. Et puis après, il y a j'appellerais ça des anticorps de l'organisme. J'en vois un fondamental qui a été théorisé par Montesquieu, c'est de séparer les pouvoirs. Je pense que il faut, quand un organe commence à déconner, il faut qu'il y en ait d'autres qui lui disent non, top, 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 là, ça, c'est fondamental comme pensée. C'est que l'organisme en interne doit développer ses propres anticorps. Quelque chose tombe malade, une espèce de dictateur qui apparaît là, qui veut donner tous ses ordres, hop, la fonction parlementaire va le calmer. La fonction juridique va le calmer. Les autres. On sait qu'il y a eu un parlementarisme qui a aussi produit des régimes de terreur. Donc il faut que la justice puisse calmer aussi le Parlement. Montesquieu a théorisé tout ça. À mon avis, ça n'a pas pris une ride. Hein. C'est une pensée du XVIIe, c'est ça? Ouais. Et je pense qu'elle est... pour neutraliser les crises financières, moi, je pense que c'est le plus simple. Hein. Franchement, j'ai toujours été étonné, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais neutraliser les spéculateurs, je ne vois pas où est le problème. Il y a un État souverain,
peut dire aux spéculateurs, vous nous emmerdez, arrêtez de spéculer, que de faire de la valeur avec du papier, avec des choses qui sont déconnectées de la richesse. Hein, ce qui se passe à la City tous les jours, vous savez qu'il y a des centaines de milliards d'euros qui sont échangés par jour. Mais c'est complètement déconnecté du réel, ça. Ce sont des échanges de représentations déconnectés des richesses produites. Comment est-ce qu'on fait pour laisser faire ces gens-là? Moi, je ne comprends toujours pas. Ou alors c'est un assentiment, ou c'est une méconnaissance, ou c'est une absence de courage. Mais neutraliser les spéculateurs ne m'a jamais paru très difficile par principe. Dernier point, et puis j'arrête. Euh, j'ai voulu essayer de comprendre quelque chose à un texte de Kant qui s'appelle Vers la paix perpétuelle. J'étais intéressé à l'idée de la paix perpétuelle. Je trouvais ça sympa comme objectif. J'ai pas compris grand-chose. Alors, j'en ai retenu un élément que je vous livre. Surtout pas chercher à tomber d'accord. Ça, c'est vraiment une grosse erreur. Simplement essayer de tomber d'accord sur la façon dont on va gérer ces désaccords. C'est déjà ambitieux et le reste est complètement illusoire. Ce qui est un peu paradoxal, c'est qu'il y a chez Kant, dans une première approche, une apologie de la guerre. Alors ça, et je pense qu'il faut la lire en ayant plus de bagages philosophiques que j'en ai, qui dit qu'une liberté ne se conforte que dans l'adversité. Donc si on veut renforcer l'idée d'une liberté, il faut qu'elle soit attaquée et qu'elle se défende dans un contexte pratiquement de guerre. Mais bon, alors là, je vous renvoie à la lecture ardue de Kant. Et tout dernier point, lutter contre la mondialisation. Là, je propose que, en forme de boutade, que le Pardem accède très rapidement au pouvoir et qu'il mette en place un gouvernement mondial dont l'objectif sera de démondialiser. Je vous remercie. Alors en fait, notre ami Patrice nous a présenté une tonne de bestioles. Moi, je vais m'intéresser à une bestiole particulière, c'est la République. Quel est le premier attribut de la souveraineté dans la République? C'est être libre. Qu'est-ce qu'être souverain? C'est être libre. C'est très important de partir de cette représentation, puisqu'effectivement, la nation est entre autres des représentations. Et la représentation de la souveraineté comme une liberté est essentielle, parce que directement, on fait le lien avec la laïcité. La laïcité, c'est la liberté de conscience. Donc effectivement, c'est au travers de cet attribut de la liberté que l'on peut conjuguer à la fois la souveraineté, la laïcité et la souveraineté populaire. Pourquoi? Parce que dans le cadre républicain, la souveraineté populaire forme la nation. Pour moi, il n'y a pas de nation avant 1792, il n'y a pas de nation avant Valmy, parce qu'effectivement, le peuple en armes défend la République. Et ce qu'on remarque, parmi toutes les révolutions qui auront lieu après, c'est que la République des Soviets, c'est la nation en armes qui défend la République. Même dans la République islamique, c'est la nation en armes qui répond et qui vire le chat. Alors, c'est d'ailleurs assez paradoxal de voir un État théocratique prendre le nom de République. Et c'est d'ailleurs ce lien qui me permet de dire aujourd'hui, non, la laïcité n'est pas quelque chose d'innocent. Parce que lorsque l'on remarque aujourd'hui, très concrètement, les révoltes iraniennes, c'est à partir du champ des mœurs, et en particulier du port du voile, qui n'est absolument pas un port vestimentaire, mais une marque de soumission sociale, que nous arrivons à trouver une révolte sociale, puisque nous le savons tous, aujourd'hui, ce n'est plus une révolte iranienne, c'est une révolution. À partir des femmes, le corps social s'est mobilisé, et à partir des femmes, aujourd'hui, nous obtenons des grèves, des manifestations, des révolutions. Donc vous avez eu deux phases dans cette révolte qui se déroule aujourd'hui, qui est là, qui est présente. Une révolte des femmes, puis, progressivement, une révolution.
On ne peut pas savoir ce qui va advenir derrière. Mais le champ des mœurs a conditionné la révolution sociale. Quand je parle de champ des mœurs, c'est pour le distinguer du champ économique. Ça ne veut pas dire que je les distingue formellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'articulation entre le champ des mœurs, la laïcité, la culture et le champ économique. Bien au contraire, un certain nombre commencent à développer le fait que le néolibéralisme s'accompagne nécessairement du multiculturalisme, ce qui est un des débats à l'heure actuelle, qui commence au travers d'un débat qui irrigue aujourd'hui le féminisme, qui est le débat entre le néo-féminisme et l'universalisme. Le féminisme universaliste, donc effectivement, qui peut être représenté par une figure comme Elisabeth Badinter ou Sandrine Rousseau pour les néo-féministes et Elisabeth Badinter pour les universalistes. Donc c'est un débat très actuel. Alors donc moi ce que je vous propose pendant ces 20 minutes, c'est de se questionner sur la loi de 1905 comme une étape de la souveraineté populaire. Alors la loi de 1905 ne renvoie pas dans ses commentaires à une quelconque notion de souveraineté à l'heure actuelle. Si les laïcs s'exonèrent de l'emprise de la religion, ils n'interprètent pas cela comme un acte de souveraineté, puisque la notion d'émancipation renvoie à la liberté de l'individu dans un cadre républicain, et non de l'action de cet individu pour modifier le cadre social pour le rendre républicain. Alors après, je pose une question, cette distinction est-elle fondée? C'est intéressant non pas de percevoir la laïcité comme une cause légale, mais de le concevoir comme un processus. On utilise beaucoup le mot processus en ce moment au Parlement. C'est important parce qu'effectivement, ça nous permet de regarder un petit peu l'évolution de la laïcité au cours de l'histoire et en particulier au cours de l'histoire de notre pays. Parce que dans ce cadre, nous avons vraiment innové et à plusieurs titres. Vous connaissez sans doute Edmund Burke, qui était un philosophe réactionnaire anglais, qui avait qualifié la Révolution anglaise de sympathique et qui qualifiait la Révolution française de très dangereuse. Il y a une raison à ça, c'est qu'effectivement, entre une monarchie constitutionnelle et une république basée sur les droits de l'homme, c'est-à-dire qui a expulsé Dieu et le représentant de Dieu, c'est-à-dire le roi, dans le cadre institutionnel, il y a une vraie différence. Parce que, comme l'a dit Patrice, c'est la substitution de la raison à la croyance. Les droits de l'homme, c'est d'abord les droits de l'homme rationnel, les droits de l'homme en tant qu'acteur de raison. Ce qui fait et ce qui fonde les droits de l'homme, c'est la capacité de tous les hommes à être raisonnables, c'est-à-dire à être en capacité de raisonner. C'est ça qui fonde profondément les droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes égaux devant notre capacité à réfléchir et à agir en tant qu'acteurs pensants, c'est-à-dire l'exonération des croyances. Et effectivement, c'est dans ce sens qu'on peut interpréter la laïcité comme une empreinte républicaine. Puisque dès 1789, nous avons le questionnement de la séparation des églises et de l'État. Et dès 1794, l'État supprime le budget des églises. C'est-à-dire qu'effectivement, la séparation des églises et de l'État ne date pas de 1905, elle date de la première révolution, de la première république. C'est effectivement quelque chose qui est important. C'est d'ailleurs, il y a eu un débat assez fameux à ce moment-là sur l'être suprême. Alors, vous avez la petite chanson, vous vous souvenez de Si je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau, à Sandrine, hein, le philosophe. Bon, on est peut-être un peu dans le ruisseau avec Sandrine, mais ça, c'est pas grave. La vraie question qui se pose autour de ça, c'est l'opposition de deux conceptions. Voltaire était déiste, Rousseau était théiste. Le premier envisageait Dieu d'un point de vue rationnel, l'autre envisageait Dieu d'un point de vue sentimental. Le premier était aristocrate, Voltaire, qui a fait fortune à travers de la spéculation. Le second était un prolo, Rousseau, qui envisageait Dieu au travers du sentiment,
Pourquoi? Parce que à l'époque, les masses populaires étaient profondément croyantes et l'encadrement de l'Église prégnant. Donc effectivement, cette tension qui a conduit, par exemple, à la suite de l'expulsion des églises, à concevoir le culte de l'être suprême pour lui substituer une croyance, repose sur le fait que, par exemple, Voltaire disait, bon, Dieu, c'est bien, surtout pour que le peuple reste calme. Parce que pour Rousseau, Dieu, c'est autre chose. Donc effectivement, cette première république sépare les églises et de l'État. Mais bien évidemment, l'histoire fait son œuvre. La République s'enfuit, l'Empire arrive, on a une petite exigence, résurgence en 48, et fondamentalement, tout s'éteint jusqu'en 1870. Puisque, comme vous le savez, le Concordat sera rétabli sous le Deuxième Empire, le premier et le deuxième. Le Concordat, qu'est-ce que c'est? C'est un contrat entre l'Église et l'État. Alors, c'est important de ne pas confondre la séparation de l'Église et de l'État avec l'approche gallicane, où grosso modo, euh, l'Église doit se soumettre au pouvoir de l'État, sachant que l'un et l'autre sont liés. Souvent, on confond les deux. C'est pas du tout la même chose, hein. Euh, Dans la Troisième République, il y a un contrat entre le Saint-Siège et Napoléon III. Ce contrat porte sur des services publics. Et ça y est, j'ai entamé la deuxième partie. Et sur des services très concrets. Le service le plus concret, celui qui parle le plus à tous, c'est l'éducation, c'est l'instruction, c'est l'école des jésuites à l'époque. Donc, la laïcité, c'est d'abord une œuvre républicaine que la Troisième République va mettre en œuvre. Ça fait stylisé, tout à fait historique. Ensuite, un deuxième élément concernant la souveraineté populaire, qui est assez peu abordé en fait, c'est que les services publics, ça provient de la laïcité. Quand on y réfléchit bien, la mise en place de la communale en 1870, à partir de 1870. Pourquoi je dis ça à partir de 1870? Puisque les premières exigences de l'instruction publique datent de la commune. D'accord? Elles seront reprises par Jules Ferry en 1880. Et effectivement, on mettra en place la communale. La communale, c'est-à-dire l'instruction jusqu'à 13 ans, dans une école particulière qui n'a rien, absolument rien à voir avec nos institutions d'aujourd'hui. À l'époque, la communale et le lycée étaient formellement séparés. La communale n'allait que jusqu'à l'école normale. L'école normale, c'était la fin de l'instruction pour les instituteurs, les hussards noirs de la République. Mais ces hussards noirs de la République, c'est pas neutre. Ces hussards noirs de la République, ils ne sont pas qu'apporter les lumières aux paysans, lui apprennent à lire. Ils servent aussi à se dégager de l'emprise de l'Église. Puisque au travers de ces rituels, au travers de la convocation de l'Église tous les dimanches à assister à la messe, nous avons l'emprise d'un pouvoir religieux. Je lisais un bouquin d'anarchistes récemment, j'aime beaucoup les anarchistes, je préfère préciser, euh, qui racontait l'histoire d'un ouvrier qui avait dit bon bah au patron oui machin etc. et puis qui avait insulté le curé. Bon bah le patron a viré l'ouvrier, mais après toutes les paroisses savaient que cet ouvrier avait insulté le patron. Donc, il n'y avait pas simplement, comme au Second Empire, le petit carnet rouge où vous aviez l'ouvrier qui, à un moment donné, devait me présenter ce carnet pour être embauché autre part. Non, vous aviez un contrôle social beaucoup plus pernicieux, beaucoup plus pervers. Et ce contrôle social, à un moment donné, ne peut s'exercer que si on exerce des services sociaux. Un des services sociaux, c'était bien évidemment l'instruction, pour ceux qui pouvaient y aller. Le deuxième service social, c'était les hospices.
On a oublié aussi que les hospices, à la base, c'était des antennes religieuses. Et il a fallu des années pour libérer du pouvoir religieux les services de soins et créer les hôpitaux publics. Mais là, ce n'est plus l'État qui joue, ce sont les communes. Un troisième élément qui paraît absolument étrange aujourd'hui, hein, quand on regarde au travers de l'histoire, ce sont les inhumations. Bah ouais, si vous n'étiez pas catholique, vous n'étiez pas enterré. Très con, hein. Alors bien évidemment, on a mis en place, dans le cadre des inhumations, un service public. Alors bien évidemment, cette fois, c'était l'hygiène. Ça fait désordre un cadavre qui n'est pas enterré, hein. C'est dangereux aussi. Donc effectivement, un certain nombre de choses, et en particulier des services publics, sont dus à la création, à la lutte contre l'emprise religieuse. Et c'est à partir de ce socle de services publics que peut se construire la socialisation. Parce que, on va dire ce qu'on va, c'est la réalité, c'est ce qui s'est passé historiquement. Sans la laïcisation des esprits entamée depuis 1880, pas de loi de 1905. Il y a eu une préparation sociale à la loi de 1905. Parce que la loi de 1905 est un vrai conflit social. Et ce conflit social articule deux plans. Le premier plan, c'est la lutte contre l'oppression religieuse, mais le deuxième plan, c'est la lutte sociale. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc effectivement, la création des services publics, que nous défendons toujours, elle doit beaucoup à la laïcité en France. Et ça a été perdu. Enfin, il y a quelque chose qui, à mon sens, permet d'affirmer que la laïcité est une composante de la souveraineté populaire et donc de la souveraineté. C'est sa dimension spirituelle. Alors aujourd'hui, quand on utilise le spirituel, c'est souvent pour qualifier le religieux. En fait, il faudrait croire en Dieu pour penser que nous sommes un être pensant. Alors c'est parfaitement stupide. On n'a pas besoin d'imaginer un être imaginaire, au demeurant peut-être parfaitement bon, hein. Je ne vais pas prendre de risques inutiles. Je vais rester agnostique, hein, pas me fâcher avec quelqu'un que je ne connais pas, que je désire rencontrer le plus tard possible. Mais fondamentalement, quand on y réfléchit bien, la construction de la liberté de conscience en soi, en tant que processus, c'est un acte spirituel. Voilà pourquoi, par exemple, aujourd'hui, il y a une contestation de la part de certains intégristes religieux sur la neutralité des signes scolaires à l'école. Parce que là, nous sommes dans un véritable conflit de représentation entre la croyance et donc les rites religieux et la construction de la liberté de conscience, c'est-à-dire la permission du choix. Mais cette liberté de conscience, contrairement à ce que beaucoup de laïcs pensent, ce n'est pas simplement la liberté de croire ou de ne pas croire. Comment voulez-vous être libre du point de vue de votre conscience quand vous êtes au chômage, quand vous êtes dans une pauvreté absolue, que votre papa ou que votre maman n'est pas capable de vous aider dans le cadre de l'instruction publique, que vous pouvez parfois pas aller à l'école? C'est une vraie question. La question du social et de la construction de la liberté de conscience. Parce que, fondamentalement, ce qui fonde le triptyque souveraineté populaire, souveraineté nationale et citoyenneté, c'est que le citoyen soit libre de choisir en toute conscience. Mais ce processus de conscientisation, il ne vient pas de nulle part. Il vient bien de quelque part. On ne peut pas se parler si je n'ai pas acquis une langue. Et contrairement aux tenants aujourd'hui du dire oui, c'est la culture ancestrale qui nous a permis de construire la France depuis le royaume des saints. Non, la langue française,
c'est la communale. On a imposé la langue française contre les patois, et c'est ce qui nous a permis derrière d'avoir des gens qui peuvent se parler de Lille à Marseille. Bon, des fois, les Marseillais, on ne les comprend pas. Non, je rigole. Mais les Lillois non plus, d'ailleurs. C'est important de comprendre ça parce que aujourd'hui, il y a tout un débat sur la culture, la migration, l'intégration, ça. À un moment donné, il faudra peut-être se poser la question. Attendez, minute, papillon. Sans les services publics, comment voulez-vous intégrer? Et cette intégration ne concerne pas simplement les populations immigrées ou les populations étrangères. Elle concerne aussi des gens. Elle concerne aussi des gens pauvres qui n'ont pas accès à l'instruction. C'est ça qui est important. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir de citoyenneté sans liberté de conscience. Il ne peut pas y avoir de liberté de conscience sans souveraineté. Mais la souveraineté, c'est le choix d'être libre ou non. Mais cette souveraineté des individus, elle s'exerce au travers de la souveraineté populaire. C'est ce qui forme la souveraineté nationale. Pour reprendre nos agapes intellectuelles de ce week-end, si nous y réfléchissons bien, un peuple souverain, c'est un peuple qui sait choisir, donc un peuple laïque. Et un peuple laïque, c'est un peuple citoyen. Mais ce peuple citoyen, cette souveraineté populaire ne peut s'exercer que dans une souveraineté nationale. Cette souveraineté nationale étant le reflet de la souveraineté du peuple. La nation ne peut pas être décorrélée du peuple dans la République. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi ces trois notions sont imbriquées, tant dans le champ des représentations, dans le champ social, puisque dans le champ social, le lien entre la représentation et la relation sociale s'effectue par les services publics. J'ai fini.